Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à un événement tragique de l'histoire de France. Le 7 juin 1820, on guillotinait à Paris, en place de Grève, l'ouvrier sellier Louis-Pierre Louvel. 4 mois plus tôt, ce jeune bonapartiste, orphelin de son empereur, avait croisé pour une issue fatale la route du neveu de Louis XVIII, Charles-Ferdinand d'Artois, duc de Berry. Vous voulez en savoir plus sur l'assassinat du duc de Berry? Venez avec moi. Charles-Ferdinand d'Artois naît le 24 janvier 1778. Il est ondoyé le même jour dans la chapelle du château de Versailles par Joseph de Chélus, évêque de Bayeux, en présence du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette. Le 28 août 1785, Charles-Ferdinand d'Artois et son frère Louis-Antoine de Bourbon sont baptisés dans la chapelle royale du château de Versailles par Armand de Roclour, évêque de Senlis. Leurs parrains respectifs sont Carlos III, roi d'Espagne, représenté par Louis Stanislas Xavier, futur Louis XVIII, et Louis XVI. Leur marraine, Marie-Antoinette d'Espagne, reine de Sardaigne, représentée par Marie-Joséphine de Savoie et Marie-Antoinette d'Autriche. Dès le début de la Révolution française, l'enfant suit son père en émigration. Le départ des princes du sang inaugure la fuite des opposants à la Révolution française. De 1792 à 1797, il sert dans l'armée de Condé, puis passe en Grande-Bretagne. Là, il a une liaison avec Amy Brown, avec qui il a 2 filles, dont il avouera publiquement l'existence sur son lit de mort. Il continue de servir contre les armées françaises de la République, puis rentre en France à la chute de Napoléon. Il est le dernier espoir des Bourbons au pouvoir pour donner un héritier à la dynastie, car ni le roi Louis XVIII ni son frère aîné n'ont de fils. Il épouse en 1816 Marie-Caroline de Naples, avec laquelle il forme un couple plutôt uni, même si le duc est assez volage. L'achat du château de Rosny en 1818 leur permet d'échapper au lourd protocole de la cour et de cultiver le souvenir du duc de Sully, né dans ce château, et d'Henri IV. C'est à Versailles, au temps de Louis XVI, que Louis-Pierre Louvel a vu le jour. Pourtant, ce jeune homme n'a jamais juré que par Napoléon, jusqu'à le suivre dans sa chute. À l'île d'Elbe d'abord, à l'île d'Aix ensuite. Il serait allé jusqu'à Sainte-Hélène si l'on n'avait bien voulu de lui. Orphelin de son empereur, Louvel a sombré dans un désespoir discret, d'autant plus dangereux. Sitôt Napoléon parti, il s'est acheté sur le port de La Rochelle un poisson effilé et s'est juré de l'utiliser d'une manière peu professionnelle. Pour attenter à la vie d'un prince débonnaire, seul en situation de perpétrer la dynastie royale. Charles Ferdinand, duc de Berry, neveu de Louis XVIII, fils cadet de Monsieur Comte d'Artois. Comme Louvel, Charles Ferdinand était né à Versailles, mais la comparaison s'arrête là, car l'existence qu'il a vécue enfant aura été celle fastueuse d'un prince de sang d'Ancien Régime. Le duc de Berry avait seulement 11 ans lorsque son père, au lendemain du 14 juillet 1789, l'a emmené en exil. Ayant grandi dans le premier cercle des émigrés, il a rejoint les siens à Londres à 24 ans pour y mener la douce vie d'un prince sans couronne. 3 ou 4 ans plus tard, il est tombé amoureux d'une beauté anglaise, Amy Brown, avec laquelle il s'est mis en ménage. Elle lui a donné 2 filles pour égayer des journées tranquilles. Je jouis de la plus pure de toutes les félicités humaines, devait-il confier à son ami Clermont Laudevel, aimer et être aimé. Hélas pour lui, l'histoire vient bientôt frapper à sa porte. La chute de Napoléon en 1814 ramène en effet sa famille sur le trône restauré des Bourbons. Et le charmant duc de Berry, hier gentleman à l'embonpoint, bonhomme, doit aujourd'hui s'installer à Paris, où le suit la malheureuse Amy, confiée aux bons soins d'un ami fiable, le duc de Coigny. Quant au fils de France, il va devoir tenir son rang, et léger détail, doter la dynastie des héritiers qu'attend le royaume de France. On se pose en apparenté la question fatidique. Le duc de Berry a-t-il été jusqu'à épouser Amy Brown? Personne n'en saura jamais rien. Que cette union ait existé ou non, qu'il ait fallu l'annuler si le mariage était catholique, ou simplement l'ignorer s'il était protestant. Une chose est certaine, le 17 juin 1816, Charles Ferdinand de Berry, 38 ans, épouse la ravissante Marie-Caroline de Naples, âgée de 28 ans. Bientôt enceinte, la nouvelle duchesse de Berry commença par décevoir l'opinion par 2 naissances délicates. Des petites princesses qui meurent au berceau. Une 3e, titrée Mademoiselle, née en septembre 1819. Mais c'est un prince que tout le monde attend.
Or, au mois de février 1820, Marie-Caroline de Naples peut annoncer à son époux qu'elle est de nouveau enceinte. La nouvelle est tenue secrète. Le carnaval de 1820 est spécialement brillant à Paris, très froid aussi. La gelée blanche s'empare presque chaque nuit de la capitale. Le tout récent ministère des Cases fait souffler sur le milieu élégant un air de liberté qu'on n'avait plus connu depuis le Directoire. Aussi la belle société, tout à ses fêtes et à ses bals d'hiver, court-elle de mascarade en soirée costumée. Le dimanche 13 février, la présence du duc et de la duchesse de Berry est annoncée à l'Opéra. Superbe salle qui à l'époque occupe l'emplacement de l'actuel square Louvois. On n'a pas jugé bon de préciser à la princesse que dans ce ballet doit se produire la belle Virginie Oreille, alors plus que proche de son époux Volage. La grossesse de la duchesse de Berry n'étant connue de personne, on ne saurait de toute façon s'en autoriser pour différer la sortie du couple princier. Tout le monde attend les Berry à cette soirée brillante. Tout le monde, a commencé par le cellier Louvel, qui passe sa journée à marcher dans le quartier, éprouvant du doigt dans sa poche la pointe acérée de son haleine. À 8 heures tapantes, dans la nuit déjà noire, résonne le rondement de plusieurs berlines somptueuses dont s'estraient le duc et la duchesse de Berry. Et leurs intimes. Louvel est là, tout près dans la nuit froide, mais il ne se manifeste pas. L'assassin erre dans le quartier, puis, un peu avant 11 heures du soir, il revient se poster à portée de l'issue officielle. À l'intérieur, un ballet de Louis Millon, les noces de Ganache, viennent de commencer. Au premier rang de la loge royale, Charles Ferdinand de Berry feint de ne pas trop admirer Mademoiselle Oreille. À ses côtés, Marie-Caroline bâille derrière son face à main de taffetas bleu. Son mari fronce les sourcils, demande l'heure à un gentilhomme de la loge. 11 heures, monseigneur. Puis se penche vers elle. Allons, Caroline, sois raisonnable. La princesse se lève discrètement. Le prince et quelques personnes de la suite les accompagnent jusqu'à la voiture. Dehors, le froid est de plus en plus vif. Dès que s'ébranle l'équipage de la duchesse de Berry, le comte de Choiseul regagne le vestibule en se frottant les bras. Il est sur le point de rentrer, quand dans son dos, le duc de Berry, bousculé dans la pénombre par un inconnu, s'exclame « Voilà un fameux brutal. Prenez donc garde, lance Choiseul interloqué, à l'indélicat qui se sauve. »« Ah, l'interrompt, le prince. Je suis assassiné. Cet homme m'a tué. Monseigneur, vous êtes blessé. Je suis mort, vous dis-je. Mort, je tiens le poignard. L'on s'émeut, l'on soutient le blessé, l'on poursuit l'agresseur dans la nuit. La duchesse de Berry a tout saisi. Elle s'est fait arrêter sa voiture et saute à terre. Mademoiselle de Bettini court au-devant d'elle, essaye de la retenir. Marie-Caroline se dégage et se précipite vers son mari, à présent affaissé sur une borne. Viens, soupire-t-il, viens ma Caroline, que je meure dans tes bras. Il arrache lui-même le couteau fiché dans son buste. Le sang jaillit, maculant affreusement la belle robe claire de la princesse. Cette fois je meurs, vite un prêtre. Vient de paraître l'ouvreuse de la loge royale, alertée par les cris et les pleurs. Mademoiselle Rouillet, je suis assassiné, lui crie le prince, avant de retomber en arrière. Tandis que des poursuivants ont réussi à se saisir de Louvel et que des gentilshommes remontent le blessé dans le petit salon de la loge royale, dont une fenêtre donne sur la rue Rameau. Mademoiselle Roulet s'immisce dans celle du ministre de l'Intérieur. « Monsieur le vicomte, le prince est assassiné. »« Quoi ? Que dites-vous » L'orchestre continue de jouer. Sur la scène, Mademoiselle Oreille, tout à son art, enchaîne les fouettés et les pointes. Dans le bureau de l'administrateur, on interroge Louvel, qui clame la haine qu'il voue au prince de la maison des Bourbons. Pourtant, lorsqu'il entend, venant de la loge, les cris du blessé, qui demande grâce pour son meurtrier, on verra affleurer quelques larmes à ses yeux. L'assassin est-il un étranger ? S'écria le duc de Berry, entre les deux grimaces de douleur. Non, monseigneur. Ah, gémit le prince, il est bien cruel de mourir de la main d'un Français. Il faudra que j'aie sans doute offensé cet homme sans le savoir. Le docteur Bougon, accouru du parterre, tente de sucer la plaie pour faciliter l'épanchement. Le prince le repousse. Que faites-vous là, mon ami ? L'arme était peut-être empoisonnée. Mais Louvel a certifié que non. Peu à peu, la nouvelle se répand, non seulement dans le théâtre, mais à l'extérieur, et l'on commence à voir affluer, rue Rameau, des gens costumés, surpris en pleine fête du carnaval.
À la porte de la loge vient enfin de se présenter, tout éploré. Dans sa tenue de ballet, Virginie Oreille. On l'entraîne à l'écart, elle hurle, elle se débat, le prince serre les mâchoires, on l'a transféré dans une chambre de fortune, meublée à la diable, d'un lit de camp, on l'a déshabillé, épongé, on trempe ses pieds dans une bassine, on lui applique des ventouses, les médecins prescrivent d'urgence, saignée et lavement. Pourquoi me torture-t-on ainsi? Le poignard est allé jusqu'au cœur. Les patriciens font jeter le sang et les déjections par la fenêtre au vu des curieux effarés, attroupés, en contrebas, dans un grand fracas d'émoi. La famille royale va finir par se retrouver à l'opéra. Le duc d'Angoulême, frère aîné du blessé, et son épouse sont conduits jusqu'à son chevet. Les cousins Orléans, dont le futur Louis-Philippe, patientent déjà dans le salon attendant Monseigneur Latil, évêque de Chartres, qui se propose d'entendre l'agonisant en confession. Quant à monsieur son père, il finit par se présenter, soutenu par le duc de Maillé, dans la voiture des Polignac. Seul fait encore défaut, Louis XVIII, obèse et fatigué, difficile à déplacer. Du Putrienne vient aussi d'arriver, le grand chirurgien sonde la plaie au doigt, ce qui arrache un nouveau hurlement au mourant. À chacun de ces cris déchirants la nuit, répond le murmure consterné de la foule en masque, à présent agglutinée dans le froid, sous les fenêtres où s'agitent des ombres. Après une nouvelle confession, le duc de Berry rappelle sa femme pour lui avouer qu'avant leur mariage, il ait eu 2 petites filles avec une dame anglaise. Qu'on les fasse venir, répond à mi-voix la duchesse de Berry. J'aurai soin de ces petites, comme de la mienne. Mais où est-elle, d'ailleurs, la petite mademoiselle? Justement, la gouvernante des enfants de France vient de l'amener dans ses langes. Son père fond en larmes en la voyant. Puis quand se présentent enfin ses 2 demi-sœurs, Charlotte et Louise, le prince leur parle en anglais. Honorez votre mère et suivez toujours le chemin de la vertu. À son épouse, je te demande de prendre soin d'elle. Les 2 petites filles embrassent le nourrisson sous le regard fixe de Marie-Caroline, qui lance à son mari. Vous le voyez, Charles, j'ai maintenant 3 enfants. Interminable agonie. Il est 5 heures du matin lorsqu'enfin paraît le roi, sur une sorte de chaise à porteur. Le mourant rassemble ce qui lui reste de force pour supplier son oncle d'accorder sa grâce à l'assassin. Tout cela demande réflexion, articule simplement Louis XVIII. Le duc de Berry va rendre l'âme peu après 6 heures du matin. En France et dans toute l'Europe, la nouvelle fera l'effet d'une bombe. Decazes démissionne aussitôt. C'en est fini des temps de mansuétude. Une chape de plomb s'abat sur le royaume de France. La mort tragique du duc de Berry devait connaître 2 épilogues. D'abord le 7 juin, l'exécution publique de Louvel. Puis surtout, le 29 septembre, la naissance posthume d'un petit prince, futur comte de Chambord, dont la venue au monde allait rendre absurde cet assassinat. De sorte que l'on put dire que si Louvel avait su la princesse enceinte, il aurait renoncé sans doute à son projet criminel. C'est en hommage à la ville de Bordeaux, première ralliée aux Bourbons en 1814, que son grand-oncle, le roi Louis XVIII, donne le titre de duc de Bordeaux à l'enfant posthume du duc de Berry, né aux Tuileries le 29 septembre 1820, soit un peu plus de 7 mois après l'assassinat de son père. Il sera surtout connu des Français sous celui du comte de Chambord, nom célèbre du château qui devait lui offrir une souscription nationale. Lors de l'abdication de son grand-père, le roi Charles X, en juillet 1830, c'est son oncle, le duc d'Angoulême, qui est censé monter sur le trône. Ce dernier ayant renoncé, le duc de Bordeaux devait devenir roi. Cela ne se pourra pas, du fait de l'avènement de son cousin Orléans devenu Louis-Philippe. Et pendant ce temps-là dans le monde, le 29 janvier 1820, c'est le début du règne de George IV du Royaume-Uni, qui prendra fin en 1830. Le 24 août, une révolution libérale éclate au Portugal, et les révoltés exigent le retour du roi au Portugal, réfugié au Brésil depuis 1807. Un soulèvement militaire permet la création de la junte provisoire du gouvernement suprême du royaume, à Porto, suivi de la proclamation d'une junte semblable à Lisbonne. Ensemble, les 2 juntes décident de la création de 2 organismes provisoires. L'un prépare la convocation des Cortes, l'autre assure l'intérim du pouvoir. Du Brésil, Juan VI reconnaît le fait accompli. Le 9 novembre 1820, le général Agustín de Urtubide reçoit le commandement des troupes royalistes de Nouvelle-Espagne.
Comme on l'a vu, en 1820, Louvel assassine le duc de Berry, qui meurt quelques jours plus tard. Pour mettre fin à la lignée des Bourbons, il sera guillotiné en ignorant que contre toute attente, son objectif final a échoué. Son crime suscite une émotion immense. Les ultra-royalistes accusent de laxisme le chef du gouvernement. Pourtant, très bientôt, l'espoir renaît chez les Bourbons. On apprend que l'épouse du duc de Berry est enceinte. Le 29 septembre, elle donne le jour à un fils posthume, Henri, comte de Chambord. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.